Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau sur un épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler entre Normands. Parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi de se retrouver derrière. Il y a beaucoup de Normands qui sont passés sur le podcast ces derniers temps. Anyway, je suis très heureux de tendre le micro à Florian Dandel. Salut Florian. Salut Hermano. C'est un plaisir d'être avec toi sur le podcast. Comment vas-tu ? Très bien. Écoute, je sors de ma séance de fractionné, donc un peu fatigué, mais ça va. Ça va le faire. Ah, c'est ça l'odeur. T'as de la chance de pas être à côté. Ouais, c'était quoi le programme ce matin ? VO2 en vélo, ça pique. Ah, sur Home Trainer ou t'es vraiment sorti ? Non, Home Trainer. Ouais, le fractionné, j'écoute un podcast régulièrement et c'est vrai que le fractionné Home Trainer, ça marche plutôt bien. Ouais, il paraît, ouais. Du coup, c'était quoi ? T'as fait une demi-heure, une heure à tourner les jambes ? J'ai fait 1h15. 1h15, ouais, pour finir la semaine quasiment. Plus qu'un peu de course à pied demain et on est bien. Bon, écoute, on va revenir là-dessus. Tu es beaucoup plus motivé que moi en ce moment. Anyway, en tout cas, ça fait plaisir qu'on arrive à se parler parce que, comme on se le disait en off, ça fait plusieurs tentatives ratées, un peu avant la fin de l'année, un peu au début de cette nouvelle année 2026. Mais ça y est, aujourd'hui, on y est. On peut enregistrer. On va parler de toi. On va parler de ta pratique du sport. On va parler aussi peut-être des à côté, notamment de ton boulot. Qu'est-ce que le sport t'apporte dans le boulot et inversement. Mais avant tout ça, eh bien, ce que je te propose, c'est de te présenter, Florian. Dis-nous tout. Qui est Florian Dandel, en dehors d'être normand, puisque je l'ai dit en intro. Effectivement, écoute, je suis ravi. Pour le coup, qui est Florian Dandel ? Je suis papa de 2 enfants, de grands enfants de 8 et 6, grands relatifs. Je suis aussi en couple et en parallèle, mon métier initial, j'ai fait plusieurs boulots. J'ai fait initialement maître nageur. C'était un peu la recherche post-bac où tu sais pas trop quoi faire. Et puis, du coup, j'adorais la natation, j'adorais les enfants. Je me suis dit que mixer les deux, c'était pas mal. Mais au final, j'avoue que je m'ennuyais un peu dans ce taf-là. Et j'ai fait la rencontre, comme quoi il n'y a pas de hasard, de mon meilleur ami qui était formateur en école d'infirmier et qui m'a dit un jour, écoute, ce boulot-là, il pourrait être fait pour toi. Et je me suis lancé dans cette aventure de devenir infirmier, repartir pour 3 ans d'études. Et puis ça a été pas facile parce que c'est pas un boulot simple. Mais je me suis régalé pendant une bonne dizaine d'années, voire un peu plus à l'hôpital. Tu sais, je suis de Rouen, je suis rouennais depuis toujours. Moi, je crois que ma famille est sur Rouen depuis, de mes recherches, 1800 et quelques, tu vois. On n'a pas trop bougé. Et du coup, maintenant, mon travail, c'est d'assister un cardiologue. Je suis assistant médical, en fait, c'est un petit plus sur la formation. Donc, je travaille en cabinet libéral, je suis salarié d'un cardiologue. Et notre travail, c'est d'essayer d'intervenir le plus en amont possible de la maladie cardiaque, forcément, pour aider les gens à éviter de tomber dans la chronicité, si c'était possible. Alors attends, parce que autant infirmière pour les femmes, infirmier pour les hommes, à l'hôpital, on voit bien. Et éventuellement, ceux qui font les picouzes pour prendre du sang ou pour distribuer des médicaments en cabinet libéral, on voit bien. Mais là, infirmier dans le cabinet d'un cardiologue. C'est-à-dire que tes journées, c'est quoi ? Tu fais des actes aussi infirmiers, médicaux ou t'es juste là pour, de par ton expérience et ta formation, accompagner le cardiologue et faire du conseil, voire quelques actes que lui n'a pas forcément le temps de faire et qu'il te délègue ?
Ouais, t'as tout à fait raison. En fait, le but de cette formation, c'est de pouvoir libérer un peu du temps médical. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on manque de médecins. Les patients le disent assez bien qu'ils ont du mal à prendre rendez-vous. Donc, le but, c'est d'essayer qu'ils puissent déléguer à un infirmier, parce que c'est un peu la base. Tous les assistants médicaux sont pas infirmiers. De pouvoir déléguer un certain nombre d'actes que moi je peux faire toujours sous contrôle médical, parce que je suis pas médecin. Il y a pas de débat là-dessus. Et en fait, donc je fais des consultations propres, c'est-à-dire installation d'examen comme la mesure de tension, les holters, c'est pour mesurer les battements du cœur. On fait aussi une activité de sommeil, parce que mine de rien, l'apnée du sommeil, y compris chez les sportifs, ça fait pas mal de bazar, notamment en termes de fatigue, somnolence, ça aide pas trop. Et notamment, ça a des grosses conséquences sur le plan cardiovasculaire. Donc en prévention, en fait, on fait pas mal ce dépistage. Et puis en parallèle, il m'a formé sur l'échographie cardiaque. Donc j'ai la chance de pouvoir toucher à cette discipline qui est complexe et qui permet de lui toujours contrôler derrière. Mais ça permet aussi d'avoir un peu plus de consultations. Je fais aussi pas mal de consultations de titration chez les gens qui ont un cœur qui est fatigué. On sait qu'on ne pourra pas spécifiquement arranger complètement les choses, mais avec les médicaments, on peut essayer d'augmenter au maximum les doses selon ce qu'ils supportent et selon ce qui est recommandé, pour que leur cœur batte le mieux possible. Donc j'ai des consultations aussi, mais derrière, il y a toujours le médecin qui repasse et puis qui vérifie tout ça. Consultation de titration, c'est un terme technique qui veut dire quoi, la titration? Pour ajuster la posologie des médicaments? Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on démarre tout doux. Ça peut être, par exemple, t'as des titrations sur les gens douloureux en morphine, c'est-à-dire que tu vas jusqu'à la dose où ils sont soulagés. Et ben nous, l'idée, c'est d'augmenter au fur et à mesure. Il y a des médicaments, on va dire un peu types, qu'on retrouve systématiquement selon le profil du patient, mais des médicaments qui sont recommandés, qu'il faut introduire pour aider ce cœur à mieux battre. Mais sauf que tu peux pas commencer trop fort, parce que sinon ils vont pas le supporter. Donc l'idée, c'est que tu commences à introduire chaque classe, et puis après t'augmentes au fur et à mesure le dosage, soit selon la dose max recommandée, ou soit selon ce que supporte le patient. Ok, bon, ça c'est intéressant. Donc ça se fait progressivement. Et tu vois, c'est des consultations qui durent 15-20 minutes, et c'est des consultations, ça, qu'un infirmier formé peut faire. Ok. Bon, et puis j'imagine que ça apporte aussi un peu plus de flexibilité pour les patients qui passent une fois de temps en temps pour voir ce que ça donne, et puis qui ne sont pas obligés à chaque fois d'avoir des rendez-vous qui sont à 6 mois pour ajuster la posologie, alors qu'effectivement ça peut avoir soit des effets secondaires qui ne sont pas forcément agréables, soit au contraire ne pas avoir d'effet et donc prolonger, enfin décaler le début de l'efficacité du traitement. Exactement, okay. Tout à fait. Bon, ça c'est du coup pour toi, pour la big picture, pour savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais. Aujourd'hui, on est vendredi quand on enregistre. Là, tu es chez toi. Est-ce que c'est parce que tu es en vacances ou c'est parce que tu fais tellement d'heures que des fois tu rattrapes sur des journées de semaine habituelles? Écoute, je suis un infirmier un peu particulier. J'avoue que j'ai la chance de travailler déjà en horaire de journée, ce qui est pas courant chez les infirmiers. Et en fait, le temps de travail, c'est de 80%. Donc ça, c'est cool pour l'entraînement, ça c'est top. Mais en parallèle, si tu veux, ça m'oblige, parce que c'était pas un choix initial de faire un 80% avec ce cardiologue-là, mais c'était le deal, le contrat. Et donc en parallèle, des fois, je fais des missions d'intérim en hôpital, de préférence dans mon domaine en cardiologie, mais après on prend ce qu'il y a. Pour compléter, donc tu vois, aujourd'hui je suis en repos, mais j'ai bossé 6 jours. Voilà, ma semaine elle a commencé samedi, moi. Ah ouais, donc mais tu disais que donc, repos. Ça peut être aussi plus pratique en termes d'entraînement. Donc, ouais. On va passer un petit peu sur la présentation de Florian le sportif, Florian le triathlète. Mais juste aujourd'hui, pour rester sur le sujet de l'entraînement et l'organisation de l'entraînement, comment tu t'organises entre tes vacations et ton job, entre tes missions d'intérim, ou au contraire, c'est bien structuré, c'est bien aligné et puis c'est chaque semaine pareil? Je crois qu'une des facultés du triathlète, surtout sur la longue distance, c'est l'adaptabilité. Donc du coup, on s'adapte. Des fois, ça se passe pas comme on veut, mais il faut être capable de changer le planning et puis pas rester figé. Mais globalement, c'est très structuré. Alors, je te raconte pas, quand j'ai dit à ma femme que je voulais faire un Ironman, sa première réaction, ça n'a pas été « Ah, super, c'est cool, je suis avec toi à 200%. » Elle m'a dit « Dans quoi tu te lances encore ? J'ai peut-être tendance à être un peu hyperactif quand même. » Et pour le coup, je savais, j'avais anticipé, je la connais, donc je lui avais dit, écoute, oui pour le triathlon, si tu l'acceptes, mais en parallèle, le but, c'est pas de prendre du temps familial. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de me lever très tôt le matin.
Donc en général, je mets le réveil aux alentours de entre 5h et 5h45 grand maximum selon la séance qui est prévue. Donc je pars déjà pour la petite séance. Le plus souvent, c'est le matin, je commence par footing ou musculation. C'est essentiellement ça le matin. Et après, je pars bosser en vélo taf. C'est la solution que j'ai trouvée pour faire du volume en vélo. Donc c'est quotidien. Vélo taf, je travaille à 20 km, ce qui fait une petite quarantaine de kilomètres aller-retour de Rouen. Et puis en parallèle, le soir, j'essaie de limiter. Il y a que j'ai eu l'accord pour faire une séance de natation le lundi parce que j'ai la chance, si tu veux, de vivre dans un lieu où il y a une piscine qui fait 12,5, c'est déjà très bien. Mais pour un nageur, c'est pas assez. Donc prendre l'élastique, je l'ai essayé, je l'ai fait pendant 45 minutes. Regarder le fond du bassin. Bon, c'est... Voilà, quoi. C'est un peu... Déjà, s'entraîner quand tu comptes les carreaux, c'est pas l'idéal. Mais alors, si en plus tu fais du surplace, waouh. Voilà, sans musique, sans rien, parce que t'entends rien. Donc pour le coup, c'était un peu long. Et puis, j'ai préféré au moins mettre un accord là-dessus. Et puis le vendredi, si je travaille pas, je fais mes sorties longues. Comme ça, madame est au travail, les enfants sont à l'école. Et puis, c'est parfait, quoi. Ça se goupille bien. Donc, j'essaie d'éviter de trop charger en travail aussi, pour pouvoir favoriser quand même l'entraînement. Revenons à toi et ta découverte du sport. Quand est-ce que tu commences à pratiquer le sport dans un premier temps et le triathlon ensuite ? C'est une bonne question ça. Parce que tu sais, je suis pas un sportif né moi, mais loin de là, franchement. J'ai commencé, je vais te dire, je me rappelle mes premiers souvenirs de sportif, entre guillemets, c'est au collège. Il y avait le cross, c'est le fameux cross du collège, il fallait tenir 1 heure en courant. En soi, c'était pas un challenge qui paraît maintenant démesuré. Mais moi, à l'époque, c'était l'horreur. Moi, j'étais plus à fond sur les études. Et puis, le sport, c'était vraiment pas du tout mon truc. Et puis, en fait, dès qu'il fallait s'entraîner pour la course à pied, mais j'étais tout le temps derrière. Tout le monde m'attendait. Je me faisais engueuler par le prof. En gros, ça m'a pas donné spécialement coup à courir, tu vois. Et en fait, j'ai un pote à l'époque qui était lui très sportif et qui m'a bien poussé. Et en fait, je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai réussi à tenir 1 heure. Tu vois, j'en ai chié, quoi. Ça a été l'horreur. Mais j'ai réussi à tenir 1 heure et j'ai eu 20 sur 20 au sport. Ce qui m'était jamais arrivé. Et la fierté que j'ai ressentie, je dis waouh. Ma deuxième expérience, c'était pas plus glorieux, c'était la natation, parce que mon frère en faisait, il fallait bien faire un truc. Et en fait, j'ai fait de la natation, donc dans un petit club de Biorel qui s'appelle le GCOB. S'il y en a qui m'écoutent, c'est un club qui n'existe plus malheureusement. Mais c'était un super club. On avait 2 séances d'entraînement de 45 minutes, c'était peu. Mais on faisait ce qu'on pouvait sur ces 45 minutes. Et puis, du coup, j'ai pris goût à ça, d'abord en loisir, et puis après en compétition, parce que initialement, j'étais amoureux d'une fille là-bas. Alors. Du coup, j'y retournais tous les ans pour la voir elle, plus que pour m'entraîner. Mais finalement, j'ai vachement pris goût à la natation. Finalement, ça motive. Voilà, il faut le dire. Des fois, c'est comme ça. Et puis du coup, j'ai pris goût à la compétition. J'ai même fait quelques podiums quand ils étaient tous sur une compète vachement plus importante, tu vois. J'adore cette clairvoyance. J'ai fait un podium, mais en fait, ils sont tous tombés à côté de la piscine. Donc du coup, j'étais le seul à nager et j'ai fait un podium. Mais franchement, c'était carrément ça, parce que, si tu veux, je me rappelle encore, c'était un 100 mètres papillon. Et puis je touche, tu vois, le bord. Et là, je regarde à droite, à gauche, personne. Je me dis, ça y est, putain, ils sont déjà tous sortis de l'eau, je suis encore le dernier. Et finalement, non, j'étais le premier, donc j'avais fait un beau podium ce jour-là, j'étais fier. Et puis en fait, j'avais décidé de changer de club pour aller à Grand Quevilly, mais sauf que j'avais démarré la saison, et là j'ai pris cher, parce que forcément je passais aller sur 45 minutes, tu fais quoi, 2 km et demi, là on passait facile à 4,5. Donc j'avais tenu 3 mois et puis bêtement je m'étais blessé un soir du réveillon à faire l'idiot sur la cheville, donc j'ai pas pu me rentraîner et puis j'ai mis de côté complètement ce truc-là. Donc j'ai arrêté la natation à ce moment-là. Après j'ai dû faire je sais pas à peu près peut-être 3-4 ans de mémoire de natation. Et à ce moment-là aussi j'ai commencé quelques triathlons mais en équipe. J'étais avec des copains, comme moi j'étais le nageur, il y avait un copain qui faisait le vélo et puis l'autre la course à pied. Il m'a demandé si je pouvais m'occuper de la partie natation. Donc j'ai dû faire 2 triathlons comme ça. Mais je l'ai trouvé fada, les gars. J'ai trouvé fada parce que je me dis, vu comment j'étais rincé à la sortie de l'eau, je me dis, mais comment humainement on peut enchaîner derrière le vélo et puis finir par de la course à pied, quoi. Là, c'était... Déjà, t'avais quel âge à peu près ? Et puis c'était quoi les distances sur ces triathlons en équipe ?
J'étais sur une vingtaine d'années. Pour moi, alors j'avoue que c'est un souvenir très lointain, mais je pense qu'on était au moins sur du S ou du M grand max. Enfin, rien qui me paraissait démesuré, moi, pour la natation, mais je me voyais pas enchaîner du tout. C'était pas possible. Ouais, t'envoyais en natation, c'est pour ça que même sur un M, donc où t'as 1005 de natation, t'envoyais, et puis toi, t'étais nageur, mais nageur piscine, donc forcément, te retrouver en eau libre, ça devait changer. Voilà, et puis bêtement, j'avais oublié ma combi ce jour de la compétition, donc on en avait trouvé une, mais trop grande, tu vois. Donc tu sais, quand tu ressors en bonhomme Michelin là, et tu dégoulines de partout, et là tu te dis mais pourquoi t'as traîné autant, et tu te dis bah attends, je crois que ça ne l'a pas fait là. Je crois que j'aurais mieux fait d'y aller sans combi finalement. Au final. Mais ouais non, c'était quelque chose hein, franchement. Mais c'était vraiment sympa de le faire. Et une fois que j'ai quitté la natation, en fait, je me suis retrouvé sur un tout autre domaine. J'ai fait une 12aine d'années d'arts martiaux. J'ai pris passion pour cette discipline-là. En fait, tu sais, quand moi j'étais jeune, j'étais, je te dis, pas sportif, un peu chétif, et je manquais pas mal de confiance en moi. Et en fait, j'ai un copain qui m'a dit, bah tiens, moi je me relance dans les arts martiaux, si ça te branche, viens avec moi découvrir. Je me dis, tiens, je suis fan de manga, alors j'ai toujours aimé un peu dans l'idée les arts martiaux, et puis je me suis retrouvé dans ce dojo qui était juste dingue, quoi, avec une femme qui nous enseignait, et puis qui était plus petite que moi, plus chétif, tu vois. Et en fait, faut voir ce qu'elle envoyait. Son mari, lui, c'était un mastodonte. Il faisait, je sais pas, 1m90, quoi. Et quand je la voyais bouger, ce gars-là, je me dis, mais c'est impressionnant. Et j'ai voulu un peu découvrir ça. J'en ai fait une 12aine d'années. Je faisais à peu près 9 heures d'entraînement semaine, avec quelques voyages au Japon. C'était du sérieux. C'était pas juste t'allais au dojo une fois de temps en temps. 9 heures par semaine, tu y allais 3-4 fois par semaine. Ouais, c'est 3 fois, c'était 3 entraînements 3 entraînements plus l'entraînement perso, quoi, en parallèle, si on veut progresser, quoi. Donc c'était 3 entraînements de 2 heures, plus, du perso, faut répéter, c'est pas vraiment des katas, mais c'est un peu l'idée, quoi. Faut faire rentrer le mouvement dans le corps, comme on dit, et puis... Et là, c'était quoi comme sport, comme art martial? Alors, j'appréhende toujours cette question, parce que, si tu veux, le nom le plus connu, tu vas rire, c'est le ninjutsu. Comme Naruto, voilà. Dans l'idée, mais on fait pas pareil forcément. Mais c'est un art martial japonais qui date d'il y a perpète, si tu veux, où le but c'était d'exterminer les 2000 personnes que tu avais en face le plus rapidement possible avec armes. Donc on utilisait les katanas, les bo, les jo, enfin toutes sortes d'armes qui étaient dingues. Et puis ce qui est fou, c'est d'apprendre à utiliser ces trucs-là, quoi. À la fois pour la beauté du geste, la beauté de la pièce, hein, de l'arme. Et puis en parallèle, l'efficacité du truc, c'est assez redoutable, quoi. Puisque le but, c'est ce qui différencie les arts martiaux des sports de combat plus traditionnels, c'est que dans les arts martiaux, tu prends pas de gabarit, tu vois. On n'a pas de compétition, parce que qui dit compétition, dit quelqu'un qui est à peu près dans le même gabarit que toi. Et nous, c'est pas possible. Le but, c'est d'essayer de faire bouger tous les gabarits sans utiliser de force, parce que si tu vas trop fort, tu te fatigues, et puis... Je te rappelle qu'on est sur un champ de bataille avec 2000 gars en face. Donc il faut plutôt s'économiser. Tu vois. Et tu faisais ça où, à Rouen ? Alors c'était pas à Rouen, c'était à Louviers. Donc de Rouen à Louviers, je faisais 1h30 de route aller-retour pour aller m'entraîner. Ouais, c'était vraiment de la détermination, là. Je me souviens qu'il y avait un dojo qui faisait ça, qui était à Sotteville-les-Rouen. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout la région, ça va peut-être pas vous parler, mais on parle entre initiés. Mais il y avait un dojo qui faisait ça à Sotteville, et c'était plusieurs arts martiaux, mais des arts martiaux avec armes, et principalement japonais. Ouais. C'est ça. Et donc, tu as fait ça pendant une 12aine d'années. Donc là, ça t'amène à 30-35 ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et en fait, si tu veux, forcément, 12 ans, dans un même dojo, tu prends des responsabilités aussi pour aider l'entraîneur. Donc, tu prends de la présidence, tu gères un peu le côté associatif. Mais ça commençait à faire pas mal, et puis je crois que j'avais pas mal donné dans cette discipline. Je commençais à me dire, j'ai envie de lever le pied. Je savais pas trop pour faire quoi, mais j'avais envie de lever le pied. Et en fait, en 2019, j'ai eu un gros accident de moto, parce que j'étais motard à l'époque. J'allais bosser que comme ça, donc c'était mon seul véhicule, en gros, et je revenais du taf, un peu fatigué, et en fait, si tu vois la boulangerie de la route de Darnétal, en y allant, en fait, j'ai un véhicule qui m'a littéralement tourné dessus, si tu veux, qui a pas fait gaffe, hein. Donc je me suis fait écraser la jambe entre
Entre le carter et son pare-choc, j'ai volé par-dessus parce que je m'y attendais vraiment pas. En tant que motard, on a l'habitude d'anticiper, mais là pour le coup, j'ai rien vu venir. Et puis je me suis retrouvé dans un an et demi de galère à essayer déjà de réparer tout ça, puis de rééduquer tout ça. Donc ça n'a pas été la période la plus simple, et puis ça a mis fin pour le coup aux arts martiaux. Je me suis dit voilà, c'est le moment de changer, de faire autre chose. Est-ce que là, alors avec le recul, parce que ça fait déjà 6-7 ans, est-ce que tu te dis que ta pratique des arts martiaux de l'époque t'a aidé à surmonter cet accident? Que ce soit physiquement, parce que peut-être que si tu n'avais pas eu la caisse physique que tu avais, tu aurais peut-être plus mal fini, mais aussi mentalement, parce que notamment dans les arts martiaux, il y a aussi tout un sujet de travail sur le mental, sur le psychologique et sur l'acceptation de l'autre, de la force de l'autre, et puis de ses propres faiblesses. Eh ben, t'as tout à fait raison. Je suis intimement convaincu de ça. À la fois, on me le disait parce que j'avais la chance d'avoir une souplesse qui m'a permis de reprendre un peu plus du poids de la bête. Et effectivement, alors quand je faisais des arts martiaux, à la fin, si tu veux, le prof m'avait confié un cours. Et je me souviens, si tu veux, tu sais, tu prends le cours et puis tu prends toujours la température un peu de ce qui se passe. Et je les voyais fatigués, quoi. Et je me dis, mais c'est vrai que c'est fatigant les arts martiaux. Parce que t'imagines, t'attaques le gars, tu te fais dézinguer, tu tombes, tu te relèves, tu rattaques, tu retombes, t'as mal, tu te relèves, tu rattaques. Et en fait, ça se travaille, ça. Parce que la place la plus glorieuse, entre guillemets, sur un entraînement, c'est quand tu subis avec le prof, tu vois. Tu l'attaques lui, il te montre la technique. Et là, en fait, si tu restes concentré sur le fait d'avoir mal, parce que tu sais que tu vas avoir mal, c'est toujours mesuré, hein. Jamais j'ai été blessé ni rien, mais tu sais que tu vas avoir mal, mais si tu restes focus sur la douleur, tu passes complètement à côté de ce qui se passe, quoi. Et du coup, ça t'apprend un petit peu à dépasser ça. Et j'ai retrouvé exactement cette même sensation au centre de rééducation où j'ai été, là, aux Herbiers. Et c'est exactement ça, en fait. Donc t'as déjà, moi j'avais subi 4 interventions quand même pour mes jambes, j'avais les 2 jambes fracassées, pour le coup. Donc 4 interventions après, et puis pendant ce temps-là, faut aller au centre, et puis on demande de bouger. Mais j'avais commencé par un kiné, parce que j'étais en fauteuil roulant, tu imagines les 2 jambes, on te les répare, tu peux pas appuyer tout de suite dessus. Et j'avais trouvé un kiné qui me travaillait un peu la mobilité, et puis je savais qu'au bout de 6 semaines, j'avais le droit d'appuyer un peu sur une des 2 jambes. Donc autant dire que je lui ai dit, on y est, je suis chaud patate, j'ai envie de me lever, quoi. Il m'a dit, non, c'est mort. Moi, je fais pas ça. Tu vas attendre d'être dans le centre de rééducation. Donc, j'y suis allé. Et là, tu t'arrives en fauteuil roulant, tu te dis quand même, avec ce que j'ai subi, je suis grave. Et non. T'es pas grave du tout. T'as des mecs qui ont subi l'enfer, hein. Enfin, c'est vraiment ça. Et là, t'arrives, je me rappelle toujours de mon kiné, je le salue, d'ailleurs, s'il écoute, mais il était top, un jeune, si tu veux, qui était tranquille, en train de bosser avec un patient, et puis il me dit, ok, va te mettre là-bas. Donc j'y vais, et puis après, il me dit, moi, je vais m'occuper de toi, donc il m'installe sur une petite table, il me dit, ça va, là, si je fais ça? Oui, ok, il me bouge un peu la jambe, ok, super, donc il commence à me redresser sur la table. C'est la première fois, en 3 mois que j'étais debout, en position verticale. Je dis, c'est cool, quoi. Il me dit, ça va, super, il me file des béquilles, il me dit, maintenant, tu vas faire quelques pas. Je commence à remarcher, enfin pour moi c'est quasi un miracle, tu vois. J'étais ravi, il me dit super, ça va? Je dis mais oui, je suis trop content. Il me dit super, tu vas faire des squats. Je suis quoi? Des squats, tu rigoles? Puis là je me suis retrouvé comme une personne âgée de 90 ans à essayer de descendre sur mes jambes. C'est fou comme les muscles, ça fond, c'est impressionnant. Tous ceux qui ont connu des blessures, ils savent de quoi je parle, je pense. Ouais, du coup bon. Là, on se parle, bon, t'es assis, mais j'imagine que tu t'en es bien remis déjà. Déjà, t'as repris la moto après ou pas? Non, jamais. Et pour le coup, c'est l'accord familial. Et ce qui m'a décidé, c'est pas la peur, en fait. J'ai pas peur de reprendre la moto, parce que moi, j'avais une petite moto, c'était une Triumph Bonneville, que j'adorais, hein, qu'elle est pas très vite, hein, tu vois, c'est des vieilles bécanes plus vintage, stylées que rapides. Et j'adorais cette bécane. Et en fait, j'avais un copain qui stockait un scooter dans le garage, et puis je fallait que je range le garage. Je me dis, je vais lui ramener, quoi. À Elbeuf, hein, moi j'habite entre Tourville et Elbeuf, donc pas très loin, 10 minutes de scooter. Et en fait, j'ai ma fille qui était en voiture avec ma femme, là, pour me ramener, et elle était en panique totale de me voir sur un scooter. Elle disait, faut pas que papa y retombe, faut pas que papa... En fait, ils ont tous subi un peu, forcément, pas qu'un peu, même l'accident. Et je me suis dit, je veux pas leur faire subir ça, quoi. Donc interdiction, et écoute, au final, pour mon plus grand bonheur, parce que c'est ce qui m'a mis au vélo initialement.
Du coup, j'ai changé de taf, là. C'est là que j'avais trouvé le boulot d'assistant et je m'étais dit que plutôt que subir les bouchons, je vais me garer à distance de Rouen. Et puis, je vais finir en vélo, ce qui faisait pas beaucoup, 6-7 kilomètres. Et puis après, je me dis, c'est cool, là, les jambes, ça se passe bien. Je suis en forme, même plus qu'avant. Donc, je vais augmenter un peu la distance. Et puis après, je partais de chez moi. Ok. Donc, progressivement. C'est un peu comme ça que tu t'es mis au vélo. Et du coup, le triathlon, comment tu le redécouvres, parce que tu nous as dit au début que tu faisais déjà des tris en équipe, toi tu étais le nageur, mais tu connaissais déjà un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance, l'enchaînement. À quel moment tu t'es dit, allez, maintenant je suis un grand, je vais y aller, je vais le faire en entier? Et grâce à un ami, Fabien, avec qui lui avait déjà fait un triathlon, on faisait du vélo ensemble, et puis on se challengeait un peu, et puis il m'a dit, mais tu veux pas te mettre au tri? Je lui ai dit, écoute, franchement, j'ai pas le temps. Je dis, c'est pas possible, déjà, je vais taffer, je suis à 1h30 de vélo par jour. Je peux pas, quand est-ce que je vais casser ça? Il me dit, mais il m'a parlé de l'ambiance, quoi. Il m'a dit, mais franchement, tu devrais, c'est trop bien. L'ambiance, elle est juste dingue. Moi, j'en ai fait un, j'ai adoré. Et je me suis dit, quand il m'en a parlé, ça m'a donné tellement envie. Et je me suis dit, ok, vas-y, chaud, je me lance. Et là, dans ma tête, je savais. Tu vois, dans ma tête, c'était, je me lève à 5h, je sais comment je vais faire. Voilà, tant pis, le sommeil, je me coucherai plus tôt. J'étais plutôt un couche-tard, je suis devenu un couche-tôt. Et en fait, ça s'est casé comme ça, et je me suis inscrit, mais d'emblée, sur un triathlon avec lui. Mais je savais que derrière, l'objectif, c'était un vieux rêve de gamin, c'était de faire un Ironman. Et j'avais 15 ans, je me revois sur le vélo avec un copain, on faisait une petite sortie comme ça. Puis on s'était dit un jour, viens, on se fait une distance Ironman, on se programme ça. On venait de faire 40 de vélo, on était rincés comme pas possible. Tu vois. Et puis on rêvait de faire un truc comme ça, on se dit, bon, allez, c'est pas pour nous, quoi, clairement. Mais là, je me suis dit, je me remets au tri, j'ai un peu de caisse en vélo, j'y vais, je m'inscris pour un Iron, je fais le volume nécessaire, et puis j'y vais. Et ça, c'était quand? C'était il y a 1 an et demi. C'était donc il n'y a pas si longtemps, clairement. Et du coup, je m'étais inscrit sur le triathlon de Fain, c'est un petit patelin, je sais pas si tu connais, du côté de chez nous. Donc c'était un M, et j'avais déjà un volume d'entraînement qui était pas mal, quoi. Alors je reprenais la course à pied, ça a jamais été mon truc, hein. Moi je suis pas un rapide du tout en course à pied, et je souffre forcément avec les jambes, si tu veux. Même si j'ai bien récupéré, moi je démarre, j'ai l'impression que j'ai des aiguilles qui me rentrent dans les os, dans les muscles, tu vois. Le temps que ça se chauffe un peu, puis après ça va un peu plus. Mais au bout de 30 minutes, j'étais un peu fatigué. Donc le temps de reprendre un petit peu ça, mais j'en faisais pas mal, hein. Je faisais 3 fois la semaine, j'étais monté sur un volume aux alentours de 7 heures, ce qui me paraissait pas trop mal, si tu veux, pour un M. Et en fait, c'était le jour de l'Ironman de Nice, donc forcément, petite pensée pour eux. Mais il faisait une canicule, j'ai jamais eu autant chaud de ma vie. Et natation annulée parce que y avait les bactéries dans l'eau. Donc on a fini sur un duathlon, on commençait par 4 km de course à pied, ça l'a plutôt bien fait, 40 de vélo. Alors là, j'avais mon beau vélo, j'ai bien roulé, j'étais plutôt content de mon chrono. J'arrive frais pour la course à pied, mais là, surchauffe totale. Des fourmis partout, là, je me dis, voilà, ça va pas le faire, hein. J'ai trop chaud, j'ai essayé d'avancer, j'ai beaucoup marché. Et au final, les copains se sont bien foutus de moi, parce que j'avais dit, allez, au pire, je finis sur un petit 6 au kilomètre, mais vraiment au pire, hein. Bon, moi, j'étais sur un 8, hein, clairement, sur de la marche rapide, au mieux. Et puis voilà, ma première expérience de triathlon, mais je me dis, c'est la chaleur, quoi, hein, je suis sûr que t'aurais pu faire mieux que ça. Et l'objectif était déjà annoncé de la suite, c'était de faire un L. Je me suis inscrit au Bayman, du coup, pour la distance L, donc ça, c'était en octobre l'année dernière. Et là, j'étais bien content de ma prépa, j'étais monté sur un volume à peu près de 10 heures, et avec ce qu'il fallait pour le coup, plus à l'aise en course à pied, clairement, j'avais déjà fait un semi qui s'était très bien passé, et pour le coup, la course, je l'ai un peu subi, quoi. Enfin, je l'ai même beaucoup subi, surtout sur la course à pied. Et là, ce qui est marrant, enfin vraiment, c'est un truc de dingue, j'ai écouté, mais je crois que c'est quelques jours après, toujours ton podcast, et je suis tombé sur l'interview que j'aurais voulu écouter, mais juste avant, qui parlait, alors j'ai plus en tête qui c'était, mais qui disait, voilà, l'erreur de débutant, on y va trop fort sur le vélo, et puis du coup, derrière, en course à pied, il n'y a plus de jus, quoi. Et c'est ce qui s'est passé.
Pour toute ta prépa là, jusqu'au Bayman, donc l'année dernière, en octobre dernier, donc en octobre, on est en février, donc ça fait 4 mois, 5 mois, tu te préparais tout seul, tu étais accompagné par un entraîneur, tu as rejoint un club, enfin, comment tu as fait cette prépa pour ton, entre guillemets, premier vrai triathlon? Et bah, pour le coup, alors entraîneur, moi j'adorerais. Pour le coup, je pense que j'y penserais pour la suite. L'idée c'était plutôt de m'équiper. Et en fait, j'ai pris l'abonnement chez OpenTree, aussi en découvrant un peu via ton podcast. Mais j'avais en parallèle aussi Campus Coach, que je trouvais pas mal pour la course à pied. Et du coup, je me suis préparé comme ça, parce que le club, j'adorerais, parce que je pense que c'est vraiment le top pour progresser. Mais qui dit club, dit entraînement à telle heure, et ça, c'est pas possible pour moi. Donc je me suis dit, m'inscrire dans un club pour être licencié, c'est pas mal, mais en soi, je pourrais pas bénéficier des entraînements, et si c'est pour faire... je me voyais pas demander au coach de dire, est-ce que tu peux t'occuper de moi en parallèle? Je trouvais pas ça correct pour lui. Donc je me suis dit, je serais pas présent, donc j'ai préféré faire ça seul, effectivement, dans mon coin. Mais à l'aide d'une application qui est concrètement bien faite, et puis qui permet aussi de se libérer un peu de la charge mentale, d'essayer de construire ses entraînements, parce que, je le disais, j'étais maître nageur, donc j'ai, je vais pas dire une formation, mais en gros ça me parle, si tu veux, je suis pas non plus complètement un néophyte sur le sujet. Mais de là à construire des entraînements en course à pied et vélo, qui sont des domaines que je pratique, mais en loisir, je me sentais pas capable, et puis le temps manque, quoi. L'idée, quand je prépare à l'Iron, c'est de monter, si je peux, vers 15-16 heures d'entraînement semaine, avec pas un temps plein, mais pas très loin en parallèle. Donc il faut se libérer la charge mentale, et je pense que se faire accompagner, c'est quand même pas mal, quoi. C'est le sujet qui revient régulièrement quand on se pose la question. Seul, entraîneur, maintenant IA, application. Et il y a deux choses qui quand même vont dans le sens de l'entraîneur. La première, et qu'on peut retrouver aussi avec une IA ou une application, comme tu dis, c'est tu t'épargnes la charge mentale. La deuxième, c'est que souvent dans l'IA ou dans l'application, si tu as un sujet de réorganiser les entraînements ou de blessures, de douleurs, de fatigue excessive, ou au contraire de grosses patates, ou de créneaux qui se libèrent dans la semaine pour pouvoir en faire plus cette semaine, sachant que la semaine prochaine, finalement, tu vas avoir des créneaux qui vont se fermer. Ça, on a plutôt le côté humain qui va rentrer en jeu, et le fait que c'est ce que l'entraîneur, le coach, va t'apporter encore en plus avec plein d'autres choses. Donc, je comprends tout à fait. Et malgré tout, tu as quand même pas trop mal réussi, puisque tu as réussi à aller jusqu'au bout de ce Bayman. Même si tu as souffert, tu as quand même réussi à aller jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, c'était ouf. En vrai, tu sais, j'avais déjà les boules, j'avais... ma femme, mes enfants qui étaient en face, quasi sur la ligne d'arrivée, d'entendre « Allez papa !» ça redonne un tonus. La dynamique des gens, c'est vrai que mon pote m'avait pas menti, quoi. C'est une expérience de dingue, quoi. Quand t'en peux plus, t'es à bout, en plus, ce qui est frustrant, c'est que je suis sorti pas mal de natation. J'étais dans les 250 premiers, tu vois, c'était pas trop mal sur quasi 1000. Vélo, j'ai fait mon meilleur temps sur 90 bornes. Bon, c'est là que j'aurais dû dire il y a un souci. C'est pas trop normal à ce moment-là, tu vois. Et en fait, j'étais dans les 350. Et puis après, je me suis fait doubler pendant 2 heures. Ça a été, même psychologiquement, tu te dis putain, tu sais, tu vois tous les gars que t'as doublés, qui te font la petite tape dans le dos, tu sais. Allez, vas-y, allez, courage. Ça veut dire, vas-y, c'est bon, quoi. Laisse-moi tranquille. Et t'as tous les spectateurs qui sont là et qui t'encouragent en disant « Allez », parce que t'as ton nom sur le dossard, donc « Allez Florian, vas-y ». Et puis c'est dingue, parce que ils sont là pour toi, ils pourraient faire autre chose de leur journée, et puis ils se disent « Tiens, on va l'encourager lui ». C'est cool, moi j'ai trouvé ça génial, et plein de fois ça m'a aidé à me relancer dans cette course que j'ai vraiment subie, où je crois qu'on est un petit peu pareil, parce que j'ai écouté le dernier podcast, mais... où tu sais, j'ai broyé du noir, quoi, pendant 20 bornes, et je me dis, et tu veux faire un Ironman? Regarde-toi, là. Regarde-toi. T'es pas capable de courir 20 bornes, là, et tu veux faire un Ironman? Mais laisse tomber, revends ton dossard. Et j'ai bien fait de le prendre avant, parce que je crois que si je l'avais pris après, j'aurais pas pris, tout simplement. Ouais. Non, mais il faut se dire que tu seras dans une autre dynamique. Déjà, à l'entraînement, tu vas passer une étape au-dessus. La motivation va aussi jouer pas mal là-dedans. Tu vas arriver, normalement, tu seras prêt, et donc tu seras aussi rassuré sur ce fait-là. Et puis surtout, et c'est le sujet que je voulais pas mal qu'on aborde aujourd'hui, tu es un néo-triathlète. Ça fait 1 an et demi que tu as commencé le triathlon. Ouais. Donc, tu as fait des erreurs au début.
comme tout le monde, et on va pouvoir en parler, peut-être pour que justement ceux qui débutent ou qui vont débuter ne reproduisent pas forcément ces erreurs. Mais du coup, tu vas avoir appris de ces erreurs. Et puis comme on enregistre aujourd'hui, on va repasser ça un petit peu en revue, et puis tu vas arriver sur ton Ironman, tu seras plus que prêt, et tu vas pas reproduire ces mêmes erreurs. Tu l'as dit, la principale que tu as notée, c'est que tu as trop donné en vélo, ou t'étais bien, t'as donné, puis jusqu'à ce que tu vides les réserves, et après t'as subi en course à pied. Comment t'analyserais ça ? Est-ce que c'est uniquement le « j'ai trop donné » ? Est-ce qu'il y avait des éléments complémentaires ? Tu travailles chez un cardiologue, tu le sais, la bonne santé, ça passe aussi par une bonne hygiène, par un équilibre d'alimentation, par un équilibre au niveau du sommeil. Tu l'as dit, l'apnée du sommeil, ça peut avoir un impact. Est-ce que toi, dans ta course, il y a eu que le je suis bien, je donne tout, et puis après, merde, j'ai trop donné, ou t'as peut-être pas assez bu, t'as peut-être pas assez mangé, t'as peut-être pas assez calibré justement ce que tu étais capable de donner, et là, on en reviendra soit à la sensation, soit aux capteurs, aux éléments qu'on peut utiliser, qui peuvent nous accompagner pendant un entraînement et une course. Enfin, à ton avis, aujourd'hui, avec le recul, 6 mois après, comment t'analyses ça ? Je pense déjà il faut se donner un peu de temps, parce que sur le coup je crois que t'es pas objectif pour analyser le truc. Sur le coup tu te dis juste t'es nul et c'est pas fait pour toi, tu t'es planté. Mais après c'est vrai qu'après coup je pense que en écoutant, pour le coup vraiment moi je suis un bébé devenir triathlète, parce que j'ai commencé avec toi et puis j'ai écouté beaucoup de tes podcasts. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'a permis d'avoir les réponses. Je pense qu'au niveau alimentation, j'ai certainement sous-estimé l'apport glucidique. Je m'étais dit toutes les heures. Et je pense que c'est pas assez. À mon avis, il faut que je passe toutes les 45 minutes pour le bar, le gel. L'hydratation, c'est pareil. J'ai pris l'expérience parce que de prendre du sucré en permanence, j'avais mis ce qu'il fallait là dans les bidons. Mais en fait, je supportais plus à la fin. Et je me dis, il faut un peu d'eau claire pour rincer tout ça. Ça me paraît pas mal. Et après, effectivement, oui, sur le vélo, j'ai la chance d'avoir un capteur de puissance. Et en fait, j'ai pas du tout mesuré, tu sais, par rapport au FTP, en me disant, il faut que je reste dans cette zone-là de pourcentage. On verra bien ce qui se passe, mais il faut que j'y reste, parce que je peux pas être à 100% de cette FTP, c'est pas possible. Et donc tout ça, c'est des données que j'avais pas pris en compte sur ce L, et c'est évident que là, pour le coup, je vais reprendre en compte en faisant les tests en amont. Là, je rentre dans la période où je pense que je vais les faire. Recalculer tout ça, et puis en tout cas rester sur ce pourcentage-là, me brider, parce que c'est vrai qu'aussi, après c'est la première expérience, donc si tu veux, plein de fois j'ai oublié de lancer ma montre, tu sais, pour les chronos, et vraiment je me vois sur le vélo, j'étais tellement bien, je suis parti à 40 km/h, ce que je fais jamais, mais j'étais bien, et puis au bout de 40 km, toi, c'est mon trajet, là, je commence à sentir un petit coup de fatigue, tu vois, sur les côtes, moi j'envoie du steak, en général sur les côtes, je me fais pas trop doubler. Et là, je me suis pas trop fait doubler, mais je me refaisais doubler à chaque fois sur les descentes, quoi. Donc tous les mecs que je doublais à l'aller sur les côtes, ils me redoublaient sur la descente. Et là, je me dis, attends, à mon avis, dans ta stratégie, il y a un truc qui va pas, parce qu'ils ont l'air vachement plus frais que toi. Donc à mon avis, il faut que tu lèves le pied sur la montée, et puis que t'envoies peut-être un peu plus sur les descentes, là où c'est peut-être un peu plus facile, quoi. Donc ouais, il y a pas mal de stratégies de course sur le vélo spécifiquement. Et puis je pense que j'ai sous-estimé le volume de course à pied, où je savais que ça allait être compliqué. Mais là maintenant, je vois bien la différence, où j'ai inclus le fractionné très tardivement, ce que j'avais pas fait sur le L du tout, parce que je voulais juste finir, je voulais juste faire du volume, et je m'étais pas dit, tiens, ce serait cool que tu le fasses dans tel temps. Et en fait, au fur et à mesure, d'écouter tes podcasts, d'entendre les gars vibrer, tout ça, je me dis, allez, franchement, si j'arrivais à le faire en moins de 6 heures, pour moi, ce serait cool, quoi. Et écoute, je suis arrivé au chrono, et j'ai vu 6h02, et je me dis, purée, si j'avais eu 2 minutes sur ce temps-là, c'est rien, quoi. Et en fait, sur le temps, tu sais, comme c'était un rolling start, en fait, sur mon temps officiel, c'est 5 minutes 50, enfin 5 heures, pardon, 5h58, et finalement, je l'avais fait, alors que j'étais clairement pas au top sur la fin, et je me dis, mais c'est top, quoi, c'est top. Et du coup, j'ai augmenté le volume de course à pied parce que je veux être plus à l'aise. Et ce qui était compliqué pour moi il y a encore 3 mois, maintenant, me faire une séance de VO2 sur 45 minutes, ça, non seulement ça passe, en plus je suis bien relatif après une séance de VO2, mais tu vois, je repars sur le vélo derrière sans trop de difficultés, ce qui il y a 3 mois pour moi était
était juste pas possible, je voyais pas ça. Et en plus, la course à pied, j'ai jamais vraiment aimé ça, et bah maintenant, je prends mes baskets, je suis content, je suis bien. Et là, je me dis, j'ai passé un cap. Il y a plusieurs éléments du coup sur lesquels on peut réagir. Déjà, le premier, et c'est vrai que tu l'as dit toi-même, mais j'allais le mettre en avant, c'est que tous les jours, tu fais 20 bornes le matin, 20 bornes le soir. Donc tous les jours, déjà, tu fais une prépa en vélo. Mais une prépa courte. Là, tu pars sur un L, tu as 90 bornes de vélo. Donc les 20 premiers, ça passe nickel. Les 20 suivants, bon, ça passe encore. Et puis au bout de tes 40 bornes, qui est la distance quotidienne que tu fais, bah là, tu commences à taper justement dans ce qui devrait être l'entraînement. Parce que peut-être tu n'avais pas suffisamment travaillé avant, mais c'est aussi un signe intéressant, je pense, pour les gens qui vont se mettre à faire du triathlon ou qui vont allonger les distances. C'est à l'entraînement, oui, on fait tous comme on peut. Oui, si on peut s'entraîner 4 fois par semaine, 1 heure, on va faire 4 fois 1 heure. Okay. Mais finalement, ce serait peut-être plus intéressant de faire 3 fois 1 heure et 1 fois 2 heures. Parce que si on veut faire du long, il faut aussi entraîner son corps à gérer le long, à gérer l'endurance. Et c'est pas que l'aspect purement physique. Il y a aussi ce qui va à côté, dont tu as parlé, l'hydratation, l'alimentation, etc. Parce que finalement, tu fais des séances d'1 heure, ouais, le sucré, l'isotonique, ça passe, la barre, le gel, ouais, ça passe. Ouais, mais ça donne quoi si tu restes 3 heures sur le vélo et que tu l'as jamais fait, ou alors tellement peu que tu te rends pas compte finalement de l'impact que ça va avoir en compétition, surtout qu'en compétition, il y a plein d'autres choses qui changent, qui font que ton microbiote, il n'est pas exactement le même que quand tu vas t'entraîner le matin à 5 heures, alors que là, ta compétition, tu l'as fait à 14 heures, quoi. Enfin, il y a tous ces éléments-là, je pense, qui sont nécessaires à prendre en compte dans l'entraînement. Et puis, tu l'as dit aussi à la fin de ta réponse, c'est maintenant, tu mets tes baskets et tu y vas avec plaisir. Et donc, tu as trouvé le plaisir de courir là où avant, tu subissais un petit peu, quoi. Et ça aussi, c'est un élément qui rentre en jeu dans la préparation, dans l'entraînement, c'est le plaisir. Si tu fais les choses juste parce que tu dois les faire, finalement, va bosser, quoi, juste pour toucher ton salaire à la fin du mois. Ouais. Non, mais c'est évident, c'est évident. T'as raison sur les restes, justement, aussi, que j'ai prévu, que j'ai déjà démarré. Déjà, c'est les blocs. J'en avais fait aucun, ce qui est stupide, hein, pour le coup, sur une prépa de tri. Donc les blocs, c'est évident de faire des 3 heures, 2 heures ou 3 heures de vélo, puis après enchaîner avec un peu de course à pied. Ça, c'est ce que je faisais pas. Des sorties longues aussi, que je faisais pas spécifiquement ou de temps en temps, trop peu régulièrement. Et sur la notion de plaisir, moi je suis un peu... je te dis, je crois pas que je suis un sportif de base, mais j'ai de l'endurance. Alors c'est certainement, on dit le l'INPO en art martial, c'est l'endurance, la patience, la persévérance. Au début, je subis, mais tout ce que j'ai fait, je veux dire, quand j'ai fait infirmier, au début, j'ai subi. Par contre, après, j'ai pris un kiff de dingue. Et la course à pied, pour moi, c'est pareil. Le triathlon, pour moi, c'est pareil. Au début, je subis parce que, mine de rien, de monter à 10 heures d'entraînement, c'était pas facile. Enfin, j'avais pas un corps qui était suffisamment entraîné pour ça. Et puis, un peu bête, tu vois, j'ai 40 ans, j'ai pris 40 ans l'année dernière, et je m'étais dit, un Ironman à tes 40 ans, c'est super, quoi. Je reste sur cet objectif parce que de toute façon j'ai de l'ossard et il va falloir que je le fasse, quoi. Mais en soi, ce sera à refaire dans d'autres circonstances. Je me dis, mais tu vois, la progressivité, ce que j'ai pas du tout fait sur mon L, la progressivité, c'est fait que ça paye vachement plus que d'y aller comme un bourrin. Et aussi, j'ai appris, grâce à ton entraîneur, Christophe Liamas, sur le podcast, je pourrais presque te ressortir le numéro, mais je vais faire une erreur, mais sur la récupération. En fait, tu te rends compte que de te reposer, c'est bien. Et puis qu'en fait, déjà, tu perds pas, qu'en plus, t'es vachement plus frais. Et maintenant, je vois ça comme le moment où, tu sais, tu t'entraînes, je fais les 3 semaines, 1 semaine. Tu t'entraînes 3 semaines où t'y vas. La dernière semaine, t'es fatigué. Et puis, j'ai l'impression, tu sais, comme les jeux vidéo, tu vois, tu fors. Et puis après, hop, tu mets ça dans ta caisse sur la petite semaine de récup. Et comme ça, tu repars un peu ressourcé pour ce qui vient. Et en fait, tu te rends compte que c'est primordial. Le sommeil, l'alimentation au quotidien, de faire gaffe à ce que tu manges. Ce qui était compliqué pour moi, parce que j'avoue que je suis un peu gourmand. Et au final, maintenant, ça devient beaucoup plus fluide. Pas par contrainte, mais parce que tu sens vraiment la différence. Tu sais, quand t'as pas assez dormi, c'est plus dur, y compris mentalement. Tu sais, quand tu manges pas bien, si tu fais un coup de vélo derrière, tu vois bien que t'as tes jambes qui suivent pas pareil. Et en fait, tu le fais non pas parce qu'il faut, mais parce que c'est ce qui te fait du bien, en fait, tu vois. Et tu vois, le dernier podcast que j'ai écouté, c'est celui d'Émilie Morier, et j'ai adoré son podcast. Enfin, je pense que vous aussi, parce que
ça se sentait quoi. Ça se sentait que vous vibriez, mais je comprends pourquoi, parce que elle est incroyable. Effectivement, 20 ans d'expérience de triathlon. Je me dis, mais oui, c'est ça. C'est ça, faut prendre du plaisir, faut trouver un équilibre dans sa vie, faut pas y aller, tu sais, bête et discipliné, même si peut-être que chacun a sa façon de fonctionner, mais je crois que le plaisir c'est hyper important, et je crois que si tu subis tout le temps, c'est qu'il y a un souci, quoi. C'est pas normal. Ou que t'es pas là pour les bonnes raisons, et tu veux cocher une case, et donc tu subis pour cocher la case, mais au final, qu'est-ce que tu veux en retirer? Ça, c'est autre chose. C'est vrai. Du coup, là, donc avant ton Bayman, tu t'étais inscrit sur un Ironman. Sur lequel as-tu jeté ton dévolu? Tours, parce que c'est plat. Ça, c'est quelle époque? Redis-nous. Ça, c'est le 14 juin. On est à 112 à peu près. 112 jours, tu sais, tous les matins sur ma montre, et m'affiche Ironman dans 112 jours. Donc là, il te reste un petit peu plus de 3 mois pour préparer. En général, 3 mois, c'est le temps qu'on se donne pour préparer un marathon, quand on est déjà un peu coureur, mais qu'on n'est pas rentré dans la prépa spécifique. Sur l'Ironman, on est plutôt sur 6 mois en général, surtout si on n'en a jamais fait avant. Bon, toi, tu as déjà fait un L, tu as déjà vu le triathlon. À ton avis, aujourd'hui, à un peu plus de 3 mois de l'échéance, qu'est-ce qui te reste à travailler? Je pense le volume et les blocs, à mon avis, clairement. Et tu vois, le L, je faisais du volume, mais pas intelligemment. Et puis je m'étais entraîné aussi, ce que je t'ai pas précisé, mais je m'étais entraîné 6 ou 9 mois, mais non-stop. Tu vois, pas de récup, rien. J'avais juste une journée de récup. Mais du coup, j'étais un peu fatigué, tu vois, en arrivant. Ce que j'ai pas du tout refait. Mais là, je pense qu'avec plus de volume et plus de blocs, à mon avis, ça peut beaucoup plus passer. Et là, je fais des sorties longues. Du coup, pas cette semaine, parce que j'en ai fait une la semaine dernière. Et tu vois, en écoutant aussi les gens qui intervenaient sur ton podcast, je trouvais que toutes les 2 semaines, enfin, c'est ce qu'ils disaient, ça paraissait pas mal. Donc là, la semaine prochaine, j'ai un beau CLM à tester, là, que je viens d'acquérir. Là, j'attends les chaussures pour faire ça. Ça devrait changer aussi un peu le plaisir sur le vélo. Donc, à mon avis, avec les blocs en plus, clairement, c'est ce qui fera la différence de partir sur une habitude de 4-5, en tout cas sur le pic peut-être 6 heures d'entraînement pour travailler ça toutes les 2 semaines, quoi. Bon, oublie pas de rajouter, mais même si c'est anecdotique, mais après tes sorties longues, un petit 5 km de course à pied, juste pour travailler la transition. Parce qu'encore une fois, même si tu l'as déjà fait, même si tu as déjà fait 2 tris maintenant, au final, quand tu roules 100, 150, 180 bornes, tu pars pas à pied de la même manière que quand tu es sur un S, et puis que après 20 bornes de vélo, t'enchaînes sur un 5 bornes de course à pied, quoi. La chance que tu as, entre guillemets, c'est que là, c'est du long. Donc, sur du long, tu prends le temps aussi, notamment en termes de transition. Tu sors de l'eau, tu passes sous la tente, tu as le temps de changer, tu as le temps de mettre de la crème, tu as le temps de mettre tes affaires, puis après, tu montes sur ton vélo. Et puis, quand tu rentres du vélo, pareil sur la course à pied. Il y a un élément qui peut parfois être déroutant pour les néo-triathlètes, c'est tout cet aspect de transition, et notamment quand sur la distance courte, où il faut sauter du vélo, sauter sur le vélo, faire les choses rapidement. Toi, c'est des choses que tu maîtrises déjà, ou au contraire, comme tu pars sur du long, tu te dis je prends mon temps, et ça, c'est des sujets qu'on verra plus tard? Ouais, vraiment, c'est plutôt ça. J'avoue que je bosse pas les transitions. J'essaie déjà d'éviter les crampes, tu sais, en sortant de natation, quand faut enfiler les chaussures, tout ça. J'ai dit, oh là, ça va pas le faire. Mais parce que je mets pas tes chaussures sur le vélo. Bah non, j'avoue, l'élastique, je l'ai pas encore testé. Non, clairement pas encore. J'ai voulu, tu sais, faire une descente stylée, tu sais, en sortant du vélo des 90 avec la petite jambe derrière la selle, tout ça. J'ai vite compris qu'il fallait que j'évite si je voulais sauvegarder mon intégrité physique. J'ai eu 2 belles crampes en descendant du vélo. Mais clairement, non, les transitions, c'est pas ma priorité. J'avoue que j'aurais un rêve sur cet Iron, ce serait de faire le même temps que le premier Ironman. Là, c'est Gordon Haller, je crois, qui avait fait 11h46 ou quelque chose comme ça. Bon, si je m'en approche, je serais vraiment le plus heureux. Je pense que c'est un objectif difficile à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas envie de refaire la même erreur que le L, c'est-à-dire de me coller une pression et puis de pas prendre en compte justement tous les paramètres, parce que la vraie folie, comme disait Einstein, c'est faire 2 fois la même erreur en s'attendant à un résultat différent, quoi.
Et voilà. Donc maintenant, j'essaierai, on verra si l'entraînement a payé, mais je suis plus de me dire, en fait, le travail, il est là, et le jour J, on verra si ça le fait, quoi. Parce que puis il suffit que, tu sais, je dorme mal, il suffit que, j'espère, je me blesse pas, enfin, tu vois, il y a plein de paramètres que je maîtrise pas. Donc si je bosse bien là, je me dis que le jour J, on verra si j'arriverai à faire dans un petit peu moins de 12 heures, ce serait top. Clairement. Tout à l'heure, quand on parlait du Bayman, tu disais que tu as un capteur de puissance sur ton vélo, que tu n'as pas forcément pris les mesures nécessaires avant pour savoir dans quel range, dans quel écart, dans quelle fourchette de puissance tu devais rester. Là, tu nous as dit que c'est justement une des choses que tu allais corriger. Aujourd'hui, comment tu structures ton entraînement et comment... Et comment tu t'assures... Alors Mano, si mon Ironman se passe mal, je penserai à toi. Si t'en es à ce niveau-là, à mon avis, tu n'y arriveras plus à penser. Mais, non, je retire ce que j'ai fait. Je vais le laisser, ça, au montage, ça va être marrant. Non, mais comment aujourd'hui tu structures ton entraînement et justement tu t'assures que tu maîtrises tes seuils et que tu vas pouvoir rester dedans? Alors pour le coup, j'ai des semaines qui se ressemblent plutôt pas mal. Alors sauf quand il y a des missions à l'hôpital qui se rajoutent où je suis obligé de modifier un peu, mais en gros, j'ai du lundi au jeudi, je sais que ma semaine elle est fixée parce que je suis au cabinet. Donc je fais séance fractionnée tous les 2 jours. Le lundi c'est plutôt natation. Le mardi je suis plutôt récup, vélo, muscu. Le lundi je cours aussi le matin mais en EF. Le mercredi, je fais plutôt fractionner mes courses à pied et j'enchaîne avec du vélo, selon le volume, parce que ça monte vite, mine de rien. Le jeudi, je refais muscu et puis vélo. Vendredi, je fais bloc, mais avec du fractionné sur le vélo, tu vois, comme ce matin. Et puis si je suis libre le week-end, je fais plutôt le fractionné, les blocs, les sorties longues. Avec un peu de vélo et puis un peu de course à pied le samedi matin. Pour après rester disponible pour la famille, parce qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus à ce niveau-là. Ça c'est sur ton organisation, mais sur ta structuration de l'entraînement. Te dire, là, il faut que je passe le cap de rouler 100 bornes. Là, le cap de rouler 120, 150, 180, voire même faire de la surdistance. C'est une chose qu'on ne fait pas forcément en course à pied. En revanche, c'est une chose qu'on fait évidemment en natation, mais c'est aussi une chose qu'on fait en vélo. Comment tu structures ça? Et puis, ça fait quand même beaucoup de fractionnés. Tu sais, on en parle beaucoup. Le ratio 80-20 est pas mal. Donc, si tu arrives à placer 3 entraînements de fractionnés sur juste 20%, ça me semble beaucoup quand même, 3 entraînements de fractionnés dans la semaine. T'en fais peut-être un peu trop. Ouais, anyway. Mais justement, comment est-ce que tu structures ça? Comment tu te dis, tel jour je vais faire du fractionné, tel jour je vais faire du long, tel jour je vais faire de l'EF, et surtout qu'il y a les 3 sports, parce que à la limite, il faudrait reproduire plus ou moins le schéma dans les 3 sports, en s'assurant que tu génères pas trop de fatigue dans l'un pour pouvoir continuer sur l'autre, que tu tapes pas 2 séances de fractionné 2 jours d'affilée, parce que il faut que ton corps puisse récupérer, surtout quand on a passé la quarantaine. Donc, comment tu structures tout ça? Tu te fais accompagner, tu te fais guider, tu utilises des outils ou au feeling? Plutôt, j'avoue, au feeling, en essayant de respecter le peu de base physiologique que j'ai. Pour le coup, en disant, si tu fais une fractionnée, forcément, t'enchaînes derrière avec de l'EF, t'y vas tout doux. Et puis après, c'est le ressenti, parce que il y a des jours où t'es plus fatigué que d'autres, des jours où tu sens que t'accumules. Là, tu vois, je devais repartir pour de la natation. Ce matin, j'ai pas mal subi sur mon vélo. Après, je suis bien, mais je sais que la natation, ça pourrait être de trop. Donc pour le coup, je me dis, je lève le pied sur la natation. En fait, je réajuste vraiment selon ce que je ressens aussi. Après, c'est ce qui est pas simple, parce que pour le coup, il faut savoir si c'est... Est-ce que t'es fatigué normal? Est-ce que t'es fatigué un petit peu trop? Est-ce que là t'es fatigué mais t'y vas quand même parce que tu sens que tu peux? Ou est-ce que c'est pas la petite séance de trop où tu risques de te blesser parce que t'es toujours un peu sur le fil à y aller à tâtons et puis t'écoutes ton corps? Parce que, mine de rien, avec ce que j'ai subi, le corps je le connais pas mal, et les arts martiaux ça aussi ça aide vachement à connaître, tu sais, la douleur qui est normale, de la douleur qui reste, qui augmente au fur et à mesure, où tu sens que c'est pas comme d'habitude, où là tu dis là faut que je m'étire, faut que je lève le pied, je regarde demain si ça passe ou pas, et puis si ça passe pas, t'y vas pas, quoi. Parce que
Moi, par exemple, j'ai une hantise en travaillant en cardiologie, c'est la myocardite, tu vois. Si j'ai de la fièvre, il est hors de question que je sorte. Voilà. Si j'ai de la température, c'est niette. Je reste à la maison, 5 jours, tant pis. Mais j'attends que ça diminue, j'attends que ça passe, parce que si on se tape une myocardite derrière, c'est 6 mois d'arrêt de sport. Et c'est pas la même donne, hein. Donc je crois qu'il faut savoir lever le pied au bon moment pour éviter d'avoir à subir. Puis on se rend compte qu'au final, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave de lever le pied 5 jours, tu réorganises en conséquence, tu repars et t'adaptes ton planning. C'est ça, je pense, qu'il faut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste pour rester encore une fois sur l'entraînement, est-ce qu'aujourd'hui, tu écris tes entraînements ? C'est-à-dire, tu te dis, tu le structures au feeling, ok, mais malgré tout, tu as un cadre, tu te dis, bon, alors, semaine 3, c'est ça, semaine 4, c'est ça, semaine 5, c'est ça, ou au contraire, c'est vraiment chaque semaine, t'as ton organisation habituelle. Déjà, t'as ton vélo taf matin et soir, mais est-ce que tu notes ça pour te donner rendez-vous avec toi-même et pas uniquement le rendez-vous de maintenant il faut que j'aille sortir. Ouais, il faut, non, ça c'est clair, faut le fixer, faut prévoir le temps, ça aussi tu le disais, hein, je me rappelle sur tes podcasts, mais c'est évident que si c'est pas noté sur l'agenda, tu le fais pas. Si tu te tâtes le matin, enfin moi je veux dire, il y a pas un seul matin quand je mets le réveil où je me dis c'est cool, je subis mon réveil. Mais après une fois que j'y vais, je suis bien, j'ai aucun regret de l'avoir fait, donc comme je sais ça, c'est aussi du conditionnement. Pour structurer l'entraînement, j'utilise, je t'ai dit, OpenTree qui m'aide à structurer globalement, tu sais, spécifique, et puis la préparation générale. Je leur fais confiance là-dessus pour le volume. Je rajoute plus ou moins des séances selon ce que je ressens aussi pour l'objectif. Et j'avoue que je me sers pas mal, c'est peut-être là que tu voulais en venir, mais je me sers pas mal aussi de ma montre, j'ai une Garmin, et de la charge d'entraînement. Je trouve que c'est un paramètre que j'avais pas suffisamment pris en compte. J'avais essayé de regarder sur internet en disant tiens, pour un half, quelle charge d'entraînement les collègues triathlètes ils utilisent. J'ai pas trouvé de réponse spécifique. J'ai vu un mec qui avait dit moi je tourne à 1600, ce qui me paraissait énorme. Enfin, sur la charge, alors ça parle pas spontanément parce que chaque entraînement entraîne un niveau de charge, quoi. Forcément, si tu vas vite, VO2 c'est plus rapide. Enfin, ça monte plus. Mais en fait, t'as ce ratio de charge chronique et puis charge élevée. Et puis t'essaies de rester dans cette petite case verte où, moi c'est ce que j'essaie de faire, où globalement ça monte la charge chronique tout doucement. Et puis si jamais je sors de la case verte, c'est que j'y suis allé trop fort, et que pour le coup j'ai augmenté trop ma charge aiguë par rapport à ma charge chronique, même si c'est qu'un indicateur, tu sais. Mais c'est vrai que je trouve que ça aide pas mal à y aller progressivement, et en tout cas là ça m'aide à me dire, bon là, tu vois, t'as fait ton volume, ça sert à rien de rajouter un peu plus, parce que t'es dans ce niveau-là qui est bien plutôt pour toi, et ça évite le surentraînement. Et je me suis pas blessé une seule fois à l'entraînement. Pour l'instant, je touche du bois, mais grâce à ça, je me suis pas blessé une seule fois, parce que à chaque fois, j'essaie d'augmenter, tu vois, toutes les semaines de 50 points, sauf en récup forcément, mais cette fameuse charge chronique en restant dans ce clou, en y allant par progressivité. Un bon truc, alors il y a la Garmin effectivement, mais justement si tu couples ta Garmin à Nolio, tu as aussi quelques indicateurs qui peuvent t'aider à suivre toi-même. Tu as l'indicateur de charge et tu vois au fur et à mesure du temps, en temps réel, des graphiques qui évoluent. Et pour autant que tu saches plus ou moins les lire, les comprendre, les analyser, ou que en tout cas tu restes sur le concept de il faut que je reste dans tel ou tel range et puis que je vois pas ma charge qui explose, ça peut être aussi un outil intéressant. Ouais, j'irai explorer ça. Merci de l'info. Et puis l'avantage, tout comme la Garmin, si tu la portes au quotidien, elle enregistre tes données physiologiques qui après remontent dans Nolio, et donc dans Nolio ils peuvent aussi, ils te font aussi l'analyse en tant qu'athlète de la charge cumulée, c'est-à-dire la charge d'entraînement, la charge de la journée de travail, le stress qui est calculé par ta montre, etc., etc. Mais d'ailleurs, tu vois, tu parles du stress, et ça, je trouve que c'est un bon indicateur, parce que grâce à tes podcasts, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le stress physique, mais il y avait aussi le stress nerveux. Et en fait, moi, je suis après une séance de fractionné, et c'est là que je me dis, bon, mine de rien, tu vois, j'y suis pas allé progressivement au début, mais je faisais quasiment des insomnies systématiquement. En fait, je me couchais, et en fait, j'étais en état d'alerte, mais je comprenais pas, tu vois. Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Donc, nuit pas terrible, lendemain avec ce que pas je viens terrible. de me mettre, je devrais être crevé. Voilà, tu vois, mais en plus, t'es fatigué, tu te dis, je vais m'endormir en 30 secondes, et là, tu te couches, et à chaque fois que j'essaie de m'endormir, t'as un truc qui te réveille qui te dit, non, tu dors pas. Non, tu dors pas. Et je comprenais pas, et en fait, après,
bah tu vois, tu t'analyses, tu dis bon, ok, c'est arrivé comme ça ponctuellement, peut-être que, je sais pas, je suis fatigué, peut-être que je suis stressé et que je m'en rends pas compte. Et puis après, tu te rends compte que ça arrive quand même à chaque fois que tu fais une séance où t'es un peu speed, quoi. Et là, je me dis, bon, il n'y a pas de hasard. Et en fait, j'ai appris, bah, tu vois, que le système nerveux aussi avait besoin de récupérer, que des fois, ton corps, il peut suivre, mais que finalement, bah, ton système nerveux, il suit moins bien. Et ça, c'est peut-être aussi un bon indicateur pour essayer de te dire, bon, soit faut que je trouve un moyen de redescendre un peu là-dessus. Alors, c'est vrai que la méditation et la cohérence cardiaque, j'ai mis ça en place et ça se passe mieux depuis. Ou soit faut que je lève le pied, le temps de laisser au corps, le temps d'assimiler ça. C'est qu'au final, c'est un trop pour lui, quoi. Et c'est vrai que le niveau de stress, moi j'ai vu sur ma femme là qui préparait, si tu veux, elle discutait de son travail, elle présentait son travail, son nouveau travail devant des directeurs d'hôpital et tout ça, ça l'a beaucoup stressé. Et tu vois bien sur la montre le graphique, tu sais, qui monte tout au long de la semaine et bam, il chute le jour J. Donc c'est vrai que c'est des indicateurs, des fois, tu sais, ta qualité de sommeil sur la montre, c'est plus ou moins, des fois tu dis, bon, pourtant je me sens bien, mais le niveau de stress est pas passé. Mais je trouve que globalement, ça aide aussi à... Faut pas le prendre pour argent comptant, tu vois, mais ça aide à avoir un indicateur et à te poser la question de te dire comment tu te sens, quoi. Est-ce que t'es d'accord au final avec ce chiffre ou est-ce que t'es pas d'accord? Et puis, tout en restant sur le ressenti. Et ça, j'ai beaucoup aimé le podcast aussi avec Marine Leleu qui parlait de ça. Elle disait des fois, j'oublie la montre et puis j'y vais. Et ça aussi, tu vois, à chaque fois, tu te dis, bah ouais, mais des fois, faut faire ça. Là, je cours en EF, je m'en fous de savoir à combien je suis en fréquence cardiaque. Je veux juste me baser sur ce que je ressens, parce que si je suis obligé de regarder en permanence la montre pour savoir où j'en suis, c'est pas non plus ça qui aide à tenir sur le long terme. Des fois, t'as juste besoin d'être dans ton truc, dans ta bulle, et puis d'avancer, et puis tu dis, là je suis bien, là je suis pas bien, là ma montre me dit que je suis bien, mais moi je suis pas bien, je vais plutôt me baser sur moi, plutôt que sur la montre, quoi. Et puis il y a un autre intérêt aussi à faire ça, et c'est mon ancien entraîneur qui était vraiment fervent de ça, de se faire régulièrement, enfin régulièrement c'est toutes les 2-3 semaines, voire un mois, des séances au feeling. Alors ça t'empêche pas de prendre la montre, ça t'empêche pas d'activer la montre, mais en revanche, tu la caches et tu joues le jeu et tu la regardes pas. Et l'objectif c'est, à la fin de la sortie, regarder plus ou moins ce que ça a donné et voir si ton ressenti est en adéquation avec ce que ton appareil a enregistré. Si tu te dis, je vais aller faire 1 heure, je vais être bien, je vais être à 5 au kilo, bon, bah, quand tu as fini, tu dois avoir fait tes 12 bornes. Et puis surtout, si tu dis, j'y vais tranquille et ça devrait donner à peu près cette allure-là, il faut que quand tu arrives, effectivement, tu sois tranquille et puis que tu te prennes pas la tête à regarder ta montre toutes les 3 minutes, à te dire est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon. Ok, je fais ma séance, à la fin j'enlève la montre de la poche ou j'enlève la manche qui cachait la montre et puis est-ce que c'est bien ce que ça a donné, est-ce que je suis en adéquation entre mon ressenti et la réalité de la mesure, et ça te permet aussi parfois d'ajuster et de te projeter à ce moment-là dans les compétitions, dans les sensations que tu es censé ressentir ce jour-là. Je pense que c'est le genre d'élément aussi à prendre en compte et notamment pour les néo-triathlètes, les néo-pratiquants, de pouvoir être alerte sur ce fait-là. Non, ce n'est pas un problème si vous oubliez votre montre le jour d'aller courir. C'est pas un problème si elle est pas chargée. Allez-y au feeling, c'est pas grave. Et puis après, comparer un peu le ressenti. Ouais, tu disais il fallait savoir quitter la montre, et oui, je pense que t'as raison, enfin t'as tout à fait raison. Hein. Tu vois, c'est comme en médecine aussi, on t'apprend que t'as les outils de mesure, mais qu'il faut aussi des fois savoir les critiquer. Par exemple, un patient qui arrive avec 15 de tension au cabinet, c'est pas forcément un patient qui est hyper tendu, il est juste un peu stressé à ce moment-là, enfin même parfois beaucoup. Et puis, du coup, oui, la mesure est effectivement élevée, mais en même temps, ça veut pas dire que faut le prendre pour argent comptant, donc il faut aussi se baser sur plusieurs éléments pour essayer d'être le plus pertinent possible. C'est clair. On n'a pas trop parlé de ce que ton métier ou ton expertise dans le milieu médical t'apporte dans ta pratique du sport, même si c'est finalement un élément que tu viens d'aborder pour mettre en parallèle ce que je disais sur la montre. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
le fait que tu sois infirmier chez un cardiologue, j'imagine que tu as vu passer des patients qui vont très bien, qui sont des sportifs, qui ont juste un bilan à faire, d'autres qui sont des sportifs mais qui vont un peu moins bien, d'autres qui ne sont pas sportifs du tout et qui vont vraiment pas bien. Est-ce que grâce à ta formation, grâce à ton expérience et encore plus à cette expérience chez un cardiologue, ça te permet d'être beaucoup plus alerte, de faire beaucoup plus attention sur certaines choses, sur certains éléments dans ta pratique du sport? Est-ce que ça t'apporte aussi quelque chose d'autre dans ta pratique du sport? Je ne sais pas, mesurer un peu plus ton pouls, ton rythme cardiaque, faire plus attention à ton rythme cardiaque ou à l'analyse de ton rythme cardiaque sur ta montre qui n'est pas forcément en corrélation, encore une fois, avec tes sensations, tes compétences d'infirmier pour prendre un pouls et te dire ah, non, mais là la montre elle me dit 120 alors que je suis à 70 et voilà. Est-ce que ça t'apporte quelque chose dans un sens bon ou dans un sens plus critique? Ouais, alors effectivement j'aime bien les datas quoi. Clairement j'aime bien les datas, j'aime bien regarder ça et ça m'a appris notamment ce phénomène de dérive cardiaque, ça, c'est assez intéressant aussi à prendre en compte, mais j'avoue que dans la pratique pure, plutôt à faire attention au ressenti et surtout à faire attention au côté préventif. Parce que, alors pas pour moi, mais si tu veux, j'ai le souvenir d'un patient qui venait parce qu'il avait peut-être une cinquantaine d'années et que son médecin traitant lui a dit « Bon, là tu prépares, je crois que c'est la diagonale des fous, donc pas la petite course. » Et son médecin traitant lui avait dit « Ce serait bien que tu fasses un bilan cardio. » Il venait, tu vois, vraiment parce que son médecin lui avait dit. Et en fait, on l'a envoyé en coronarographie. Parce qu'on lui a découvert une petite artère qui s'était encrassée. Donc tu vois, on fait le test d'effort. Nous, c'est vraiment aussi notre cœur de métier. C'est qu'on fait pédaler les gens sur un vélo et on fait l'échographie en même temps. Donc c'est un petit peu plus poussé que le test d'effort où tu surveilles le rythme électrique seulement. Et en fait, ça permet de coupler les deux informations. Et pour le coup, tu vois si aux mesures de l'effort, tu as des zones du cœur avec l'échographie qui bougent moins bien, tu vois, qui s'épaississent un peu moins bien. Et du coup, le patient il est revenu avec un stent et je me rappellerai toujours du côté sidéré, tu vois, de ce patient. Il était vraiment scotché. Il avait une hygiène de vie qui était bonne, il était quand même très sportif. À aucun moment il s'attendait à ça. Donc si ça m'a alerté, c'est plutôt pour dire que même quand on a l'impression d'aller bien, ce qui est certainement le cas, mais faire un petit check-up, c'est ce qui est conseillé, passer 35 ans, c'est pas mal quoi. Et quand j'ai vu ce patient-là, je me dis attends, mais moi aussi il faut que je me teste parce que je vais bien, mais j'ai pas envie, tu vois, de me retrouver avec des palpitations sur une course, à me demander ce qui se passe, tu vois, il vaut mieux le faire en amont quoi. Et pour le coup, le cardiologue avec lequel je travaille est très pédagogue là-dessus sur le côté préventif. Il a d'ailleurs un podcast, si les gens sont intéressés, qui s'appelle En plein cœur, qui vulgarise, si tu veux, le côté médical, de dire pourquoi il faut faire attention au cholestérol, pourquoi il faut tester son cœur, qu'est-ce qu'il pense des oméga 3. Tu vois, les oméga 3, par exemple, en sportif, il y en a beaucoup qui le prennent. Et pourtant, c'est un facteur de risque de faire de la fibrillation auriculaire. Tu vois, un petit trouble de rythme qui peut être embêtant, plus en termes d'AVC, parce que ça, si tu veux, ça fait des petits caillots dans le cœur et quand ça repart bien, ça peut aller jusqu'au cerveau quoi. Donc les oméga 3, c'est peut-être pas si dingue que ça au final sur le côté préventif. Et ce qui est bien, c'est qu'en discutant, parce que lui aussi est sportif, on fait pas mal d'échanges là-dessus et ça permet de vérifier aussi le vrai du faux sur certaines informations, sur qu'est-ce qui se passe quand t'es déshydraté au niveau de ton cœur. Ça aussi c'est vachement intéressant au final. Donc ouais, ça apporte, mais c'est vrai que, enfin si tu me permets de passer un petit conseil à tes auditeurs, mais c'est vrai que un check-up ça mange pas de pain et puis ça permet quand même d'éviter des pépins derrière quoi. Et ça c'est pas mal. Même en préventif, en amont, juste s'assurer que ça va bien et qu'au contraire, tu vois, ça rassure de dire je peux pousser le cœur, il y a pas de souci, je peux y aller. C'était pas mal l'anecdote sur ton patient. L'épilogue, c'est qu'il a été faire la diag ou pas? Ouais. Il s'est fait stenter, il est revenu avec des médocs. Excuse-moi. Oui, est-ce qu'il a fait la diagonale? On lui a plutôt déconseillé. Parce que le truc, c'est que quand tu prends en compte des courses comme ça, et tu te rends compte d'ailleurs, c'est là peut-être notre déviance quand on fait du sport, surtout sur de la longue distance, là en l'occurrence c'est de l'ultra-distance, mais les gens ils ont du mal à arrêter quoi. Et quand tu leur trouves un truc, des fois tu reçois des mails, ils t'expliquent en disant ouais je suis pas d'accord avec vous, moi ma course c'est dans tant de temps, est-ce que je peux vraiment pas le faire? Et tu leur dis attendez, le cœur c'est le moteur. Si votre bagnole, souvent l'amalgame entre le cœur et la bagnole ça marche plutôt pas mal, mais si vous entendez un cliquet sur la bagnole où vous avez du mal à monter à plus de 3000 tours là, est-ce que vous allez vous faire un Paris-Nice? Non.
Bah non, parce que si vous vous retrouvez sur le carreau bord de l'autoroute, c'est pas terrible. Bah là, c'est pareil, la diagonale. Si vous voulez faire un 10 km, on n'a pas de souci, 20, peut-être même un marathon, pour un mec qui a l'habitude de ça. Mais par contre, de faire 160 ou 180 avec 10 000 de D+, avec la déshydratation et tout ça, bah si t'as une artère qui s'encrasse, si t'en as une qui s'encrasse, potentiellement t'en as d'autres qui sont pas complètement encrassées, mais tu vois, il y a un processus qui est en cours, qu'il faut surveiller, bah c'est peut-être pas le bon plan. Tu vois, d'autant plus que t'es pas stabilisé, tu sors de tout ça, et c'est pas terrible. Donc non, on lui a déconseillé forcément de pousser dans les tours. En gros, si t'as des problèmes cardiaques, tu peux faire du sport, au contraire, hein, ça fait partie du traitement, mais en général, on déconseille aux gens de pousser très fort, le fractionner, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Et ce qui est un très bon outil pour ça, c'est la rééducation cardiaque, qui te permet justement de reprendre, de te remettre le pied à l'étrier après un événement cardiaque, et puis qui te permet aussi, tout en étant encadré médicalement, de savoir jusqu'où tu peux aller. On te donne en disant, bon là ce serait bien que tu dépasses pas, par exemple, 150 de fréquence cardiaque. Au-delà, c'est un petit peu risqué, quoi. Ok, non mais tu vois, c'est intéressant aussi de se dire, alors déjà, tu l'as pas forcément dit, mais moi je le dis, de savoir qu'on peut travailler aussi sur sa fréquence cardiaque, et notamment en travaillant énormément l'endurance. Plus on va travailler l'endurance et l'endurance basse, chacun a son niveau d'endurance basse, mais plus on va faire travailler le cœur sur l'endurance, plus on va pouvoir baisser son seuil ventilatoire. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de l'endurance. Là, on devient un diesel, ça c'est autre chose. Mais en trouvant le bon ajustement, et c'est souvent le 80-20, entre l'endurance et l'intensité, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il faut monter très haut en intensité, notamment quand on a des problèmes ou des suspicions de problèmes cardiaques, mais en revanche, ça peut avoir un effet bénéfique sur l'entraînement, sur la compétition et donc sur ce qu'on peut en faire et comment on peut rééduquer ce muscle si jamais il a subi un petit problème. Ok, super intéressant. Tout à fait. Mais tu vois ce que tu dis, c'est top parce que tu vois, il y a un traitement qu'on appelle le bêta-bloquant qu'on donne en général post-infarctus. Et ce but de ce médicament, c'est de diminuer les besoins en oxygène du cœur, quoi. Ce que tu dis, pour moi, c'est pareil, tu vois. En gros, l'entraînement te permet à la fois, tu sais, de faire des petits réseaux vasculaires en parallèle des grandes artères principales du cœur. Il y a des fois où tu te rends compte que c'est bouché, mais en fait, le patient, il a tellement de passé sportif qu'il a fait son réseau vasculaire qui permet de contourner, entre guillemets, cet endroit qui est un peu bouché, ça c'est bien. Et en fait, les bêta-bloquants, c'est exactement le fond sur l'entraînement. C'est-à-dire que plus t'es entraîné, moins ton cœur il a besoin de pomper au final pour avoir ce ratio, tu sais, apport sans oxygène. En fait, c'est quasi un bêta-bloquant naturel, l'activité physique. Ouais, bah, à tel point que moi je me souviens quand j'étais pas mal au niveau d'entraînement et que j'ai été faire un check-up à l'hôpital, on m'a dit « Ah, mais vous êtes bradycarde, c'est pas possible, votre cœur il bat à 40 ». Ouais, encore à 40, il est haut, là. Ah non, mais c'est pas possible. Mais vous le savez, en plus. Oui. Je m'entraîne 20 heures par semaine. Je fais beaucoup d'endurance. Je vois pas d'intérêt. Enfin, je vois pas de problème particulier. Mais si vous voulez faire un ECG, si vous voulez faire ce que vous voulez, allez-y. Hein. Mais donc, voilà. Il y a aussi parfois le personnel médical qui est pas très au fait. Mais c'est bien la preuve que... et j'ai pas des capacités hors normes. Mais c'est bien la preuve qu'avec un entraînement bien structuré, on peut aussi travailler là-dessus. Et notamment sur cette histoire de bêta-bloquant naturel, ou en tout cas du fait que le cœur a besoin de battre moins fort, moins vite, pour une efficacité, si ce n'est meilleure, au moins identique à quelqu'un qui va avoir un cœur qui va battre à 70 battements par minute, et puis qui va tambouriner, alors qu'au final... Anyway, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là, Florian. On a parlé de toi, on a parlé de ton boulot, on a parlé de l'impact du boulot dans le sport, du sport dans le boulot. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas touché du doigt aujourd'hui ? Bah écoute, moi ça me paraît pas mal sur la façon de structurer tout ça. Ça c'est clair. Bah après, je pense que comme tout le monde, il y a le soutien des proches, mine de rien, parce que je crois que triathlète de longue distance, bah c'est pas qu'une affaire perso, mine de rien. Faut que tout le monde rentre un peu dans le bain, faut accepter ça, faut faire la part des choses là-dessus. Je pense que le soutien des proches c'est vachement important. C'est une aventure qu'on vit collectivement, quoi. Et c'est pour ça que je pense que la réussite de l'objectif, parce que moi je vais pas parler de victoire, c'est pas mon but, mais la réussite de l'objectif est d'autant plus belle que quelque part il y a toujours une question de collectif derrière. Et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce sport-là, quoi. On n'est jamais tout seul. C'est clair. Il y a toujours un entraînement, un encouragement, tu vois, un podcast pour t'aider tu vois, dans les longues matinées difficiles sous la pluie normande. Mais tu vois, mine de rien, ça compte parce que, en fait, de t'écouter, tu vois, pendant les entraînements, tu te sens vachement moins seul parce que le matin, il fait nuit, il fait froid, il pleut souvent en Normandie.
Donc en fait, tu te dis, ça passe parce que tu as l'impression de discuter avec des gens et puis tu te rends compte que tout le monde vit un peu pareil, quoi. Il y a plein de choses. Moi, je suis un peu de tous ceux que tu as pu interviewer, notamment avec Enis Mansour, là, avec ce qui lui est arrivé aussi, forcément, ça parle, quoi. Et tu te dis, c'est chouette parce que quand tu t'entraînes, tu te dis, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à vivre tout ça. Je suis pas tout seul à me poser ces questions-là. Et ça aide vachement, quoi. Non, c'est clair. N'hésite pas, pendant que tu nous écoutes, à nous poser des questions. Je te répondrai pas en live, mais n'hésite pas, tu vois, seul sur son vélo, en train de rigoler ou de poser des questions. Ça doit être marrant à voir, remarque. Mais après, tu les notes et puis tu nous les envoies et puis je répondrai en live si tu veux. Avec plaisir. Ça, c'est clair. Écoute, j'ai 2 dernières questions. C'est 2 questions signature du podcast qui s'appellent Devenir triathlète. Toi, aujourd'hui, en néo-triathlète que tu es, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète ? Écoute, je suis pas prêt à cette question. Je m'y attendais pas du tout. Non, j'avoue que j'ai un peu bossé. Non, je me suis posé la question de me dire, tiens, quand il me posera ça, qu'est-ce qu'on peut conseiller, quoi ? Et je pense que je me suis souvenu de cette citation, un proverbe chinois qui dit un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et en fait, je crois que c'est ça. Le but, c'est juste, au début, je me suis demandé quand est-ce que je peux dire que je suis triathlète. Est-ce que c'est parce que j'ai fait ma première compétition ? Est-ce que c'est parce que je m'entraîne dans les 3 disciplines ? Bon, je crois que le dossard a une certaine importance quand même, mais globalement, je pense qu'il faut juste se dire, j'y vais. C'est quoi mon but ? Est-ce que j'ai envie de faire telle ou telle course ? Est-ce que j'ai une course qui me plaît plus que l'autre ? Est-ce que je fais ça pour devenir le meilleur ? Est-ce que je fais ça pour essayer de devenir une meilleure version de moi-même ? Je pense que la définition de l'objectif est pas mal. Et puis une fois qu'on a l'objectif, tu mets tes chaussures, tu prends ton vélo, quel qu'il soit, tu prends le premier truc et puis t'y vas. Tu vois ce que ça donne, t'apprends, et puis tu recommences, et puis tu vois ce qui a marché, ce qui a pas marché, et puis tu recommences, jusqu'à temps que, en persévérant, tu te rends compte que tu progresses, que tu vas plus loin, que tu vas plus vite, sans se blesser si possible. Mais je pense que le but, c'est juste de commencer par le premier pas, en fait. De se lancer, de se dire, pourquoi pas moi, en fait. Et je trouve que c'est aussi la beauté de ton podcast, c'est que on a compris que j'étais un fan, mais c'est que ça permet de se dire que tout le monde peut le faire, quoi. Que tout le monde peut le faire, que le but, c'est pas de finir sur le podium. Il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, faut être clair. Mais juste d'essayer de te fixer toi, de dire c'est quoi mon but, comment je peux arriver à ce but-là. Et puis je suis pas tout seul, il y a plein de gens qui ont eu des accidents cardiaques, il y a plein de gens qui ont eu des pépins et qui ont revécu grâce au triathlon. Et moi je me dis, mais quelque part, je pense qu'une des premières pensées que j'aurais en franchissant la ligne, bon, il y aura ma famille forcément, mais aussi les 2 chirurgiens qui se sont occupés de moi, tu vois, de leur dire, quelque part, je leur dois. C'est ce côté collectif qui est génial. Je suis pas tout seul, et c'est génial, mais il faut juste démarrer, se lancer. Écoute, je valide la réponse. Il n'y a jamais eu une réponse à un invité à qui j'ai dit, ouais, bof, non, je valide pas. Non, je valide, donc... Non, je ne la mettrai pas, celle-là. Non. Et puis, pour terminer, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on échange avec toi en dehors du cabinet où tu travailles ? Alors je suis pas hyper actif, j'avoue, sur les réseaux, mais globalement j'ai le Facebook, j'ai l'Instagram classique et puis Strava en fait. On me retrouve, je pense, facilement en mettant Florian Nandel dessus et puis ça passe, quoi. Mais toujours un petit coup d'eau, ça fait plaisir, on se sent soutenu et puis c'est sympa. Moi je passe mon temps à en mettre, tu vois, je fais toujours le fil pour dire c'est cool, c'est bien, t'es sorti aujourd'hui, c'est top. Écoute, c'est noté. Je te remercie pour ta bonne humeur, pour ce partage sans filtre d'un néo-triathlète. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments que tu nous as partagés qui sont à reprendre pour ceux qui commencent, qui vont commencer ou même qui ont déjà commencé mais qui ont besoin de progresser un petit peu plus. On voit que tu nous as bien écoutés et qu'effectivement tu rebondis aussi sur des sujets qu'on a abordés, donc ça fait super plaisir. Écoute, je crois que la seule chose qui nous reste, c'est à te souhaiter une bonne continuation dans ta préparation et puis une fois que tu auras fini l'Ironman de Tours, une fois que tu auras passé la ligne, tu prendras ton téléphone, tu nous feras un petit audio et puis je le rajouterai soit en capsule de celui-ci, soit on trouvera un moyen de partager avec la communauté. Avec grand plaisir, franchement, avec grand plaisir. Ce sera super. Ça marche. Ça veut dire que j'ai franchi la ligne. Mais oui, mais il y a aucun sujet, il y a aucun doute là-dessus. Je mets tout mon espoir en toi, j'en suis sûr, tu vas y arriver. Écoute, merci encore Florian, une très très bonne continuation et puis à très bientôt.
Merci à toi, Armano. C'est un plaisir. Allez, ciao. Salut. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!